rentrer, à mon avis, dans une exposition, rentrer dans une œuvre, essayer de comprendre l'artiste et d'accepter même de ne pas comprendre. C'est vraiment cette démarche-là qui est fantastique. C'est sublime, ça. Cette perspective avec cette ombre et tout, là. Très honnêtement, quand j'ai vu le truc en rentrant, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si je mettais notre nouveau bateau et qu'effectivement, on y mettait quasiment une lumière pour voir quelle ombre ça ferait au sol ou à l'inverse. Quelle ombre on pourrait avoir et qui reflèterait après en volume. On y va. Quand on fait une visite des expos, Ouais. C'est une pièce en fait, d'un jeune artiste qui vit à Angers, Raphaël Elias. Sur chaque pince, il y a un petit moteur qui est relié à un logiciel informatique. Et donc, c'est une vibration. C'est un artiste qui fait un travail sonore d'abord. Ouais. Ah bah, sur la vibration. Les derniers tours du monde, je m'aperçois que j'ai irrigué une partie de mon cerveau, donc une partie chimique de moi, qui n'a jamais été irriguée avant, et qui est finalement une onde, une sinusoïdale dans mon cerveau, qui fait comme une espèce d'impulsion électrique incroyable. Et je recherche à retrouver cette impulsion, mais qui est tellement rare et précieuse que je ne peux la retrouver que quand je suis dans cet état d'éveil, que quand je suis sur l'eau à pleine vitesse, ainsi de suite. Ouais. Et je pense que l'artiste, quand il cherche ça. Ah bah là, il n'y a pas de programmation, c'est aléatoire. Si, c'est programmé. C'est que ça a l'air d'être aléatoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Makiko, c'est une jeune artiste de 31 ans qui est japonaise et qui s'est installée à Nantes il y a 9 ans pour continuer ses études à l'école des beaux-arts de Nantes. Par contre, elle a une formation au Japon très pointue, notamment sur la peinture. Là, ce sont des aquarelles. Moi, j'ai rarement vu des artistes faire des aquarelles directement sur ce support-là et directement sur le mur. Dans l'embrasement de la porte, c'est aussi une aquarelle. Ça, ce sont des peintures à l'huile et là, des aquarelles. C'est la première fois aussi qu'elle réalise des œuvres en volume. En fait, les rouleaux qu'on voit là lui ont permis d'imprimer en fait ces tissus. Là, on est vraiment dans un entre le rêve, cauchemar. Enfin, c'est plus très bien. Là, c'est sublime, ça, d'arriver à faire sortir ça. Elle est dans une forme de poésie. C'est très onirique. Enfin, quand on voit. Bien sûr. Traits qui sont un peu déformés, comme vu à travers le miroir. C'est ça, ouais. Alors, ce qui va vous gêner, c'est que je vais parler de notions quasi pour vous grossières, ou en tous les cas tabous dans l'art, c'est que j'ai gagné, et ça m'aide qu'il n'y ait pas de notion de gagner ou de comprendre dans l'art. Et ça me libère un peu de cette pression-là que j'ai en tant qu'athlète. Parce que moi, au bout du compte, il faut, dans la notion d'athlète, il y a une notion de performance qu'il n'y a pas dans l'art. C'est-à-dire que... encore une fois, j'accepte de dire je peux très bien ne pas comprendre. On va changer d'univers avec Armen Eloyan, qui est dans la salle à côté. C'est un artiste d'origine arménienne, 51 ans, qui a grandi en Arménie, et puis au moment où il s'agit de faire le service militaire, il ne voulait pas. Après, il a décidé de partir de son pays, laisser ses parents. C'est souvent duel, il y a souvent deux personnages où c'est diptyque. Là, on le voit, là c'est une introspection. Et c'est un peu comme une lampe, je trouve aussi. Les gens disent, on dirait une ampoule, moi je trouve ça intéressant aussi. Et qui a un tout petit corps avec ses attributs de pouvoir, finalement, ça devient pas grand-chose aussi. Là, c'est Mickey jeune. Alors Mickey, là, il se retrouve avec une robe. On voit effectivement l'arrière-plan qui est très sombre. Il y a des perspectives, mais qui ouvrent sur rien. Là, en tous les cas, il y a une perspective. Là aussi, ça. Il y a des ouvertures, mais elles donnent sur rien. Sur rien. Voilà. Le nihilisme, quasiment. Il y a un peu de ça. Lui se revendique d'une culture punk rock. Ah ouais, d'accord. Qui est très nihiliste, le punk rock, il n'y a pas d'issue. Mais parfois, il a besoin de passer 15 jours, il va travailler nuit et jour, intensivement. Alors, on sent que là, c'est compulsif. Oui, c'est compulsif, complètement. Il y a une face
une face cachée, une face qu'on montre, lumineuse et rayonnante, et puis une plus marquée, meurtrie qui cicatrise ou pas, et puis une partie plus sombre qui évidemment est dans la tête et qui est plus sombre. Et quand je suis rentré, ce serait pas loin de moi, ça. Hein, oh, oui, il y a du très sombre. Ouais, bien sûr. Moi, je rate beaucoup. Je tombe beaucoup, je me blesse beaucoup, et ça fait partie de la vie d'un athlète et d'un artiste. Moi, ce qui me plaît là aussi, c'est qu'ils s'affranchissent du fait que ça puisse plaire ou pas plaire. Toi, et ça c'est. Alors qu'on est tous dans cette espèce de volonté de séduction, de plaire aux autres, d'être aimé, pas aimé, machin, qui est complètement castrateur. Je ne sais pas si vous avez vu le Cry Room, la pièce pour pleurer. Et là, toujours le même. J'ai l'impression de retrouver la Cry Room dans la fin. Oui, c'est sûr. Ouais. On la retrouve un peu, la maison dans laquelle on peut pleurer. Là on voit son côté un peu sexe et clairement dans les deux. Là, voilà, c'est ça. C'est pas grave. C'est Jan Penning, celui qui a fait le paysage international. C'est Sœur Lucie. En fait, quand il était en résidence à Clisson, il venait parfois se promener à Nantes. Et il a croisé les pas de Sœur Lucie et il lui a demandé s'il pouvait la peindre. Et donc, elle a été réalisée à l'École des Beaux-Arts de Nantes en public. Jean, tu veux venir voir? Incroyable. Sœur Lucie. Ouais, c'est très beau. Ouais. Sœur Lucie, ouais. Peinte en public parmi nous quand il était en résidence au FRAC. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce tableau. Ouais. Le peintre, en fait, qui est en train de peindre son sujet, qui est son chien. Sur le chien, ouais. Voilà, donc on voit les oreilles, l'œil, les dents. Et puis le peintre qui est en bas, là, qui visiblement devait peindre à plat, parce que même il a récupéré la boîte de gitane. C'est du collage de papier, de la toile, c'est pas comme ça. C'est aussi son monde imaginaire, ses angoisses. Ouais, bien sûr. Thomas, viens voir Idaka là. Ah ouais. Il a décidé depuis quelques années de changer son travail artistique et de prendre le nom de sa mère, Idaka, Christian Idaka. De prendre le nom de sa mère. Il faisait des choses beaucoup plus oniriques en fait. Et là maintenant, il travaille dans ce rapport à la fois l'architecture, la mise en scène, pour présenter des œuvres d'art d'autres artistes en fait. J'aime bien moi Idaka. Ouais. Bon, c'est un travail très élaboré, très intellectuel, très référencé. On est complètement dans une autre démarche que celle de Ming dont on voyait tout à l'heure, Sœur Lucie. Beaucoup plus spontané, beaucoup plus... Voilà, plus dans l'énergie. Là, on sent que c'est quand même retenu dans le mental. Quoi. Moi, je suis un petit peu... c'est complexe parce que moi, je suis capable d'être à la fois très dans le détail, élaboré, ça vient de très loin, c'est très complexe et ça va mûrir pendant longtemps et à un moment donné, je sens que ça vient et tout. Et à la fois, dans mon mouvement ou dans ma vie d'athlète, je fais des mouvements qui correspondent à une résonance, qui vont être complètement spontanés. Je suis incapable de vous dire pourquoi, mais je sais que c'est le bon geste. C'est ça et c'est pas un autre. Et à la fois, c'est une spontanéité cultivée. Ouais, c'est que je sais que je l'alimente. Il y a des détails fantastiques. La tortue, pourquoi la tortue? L'arlequin, ouais. Et puis là aussi, ce petit personnage qui se cache. Oui. Et là, quand tu rentres, quand tu commences à rentrer dans cette lecture-là, c'est infini. Et puis les horloges ne donnent pas la même heure. Ouais, fantastique, bravo. Vous l'avez regardé longtemps, celui-là. Ah ouais, hein c'est bien. Vous êtes un peu dévoilé, là, c'est bien. Ça, c'est Yves Bellorger. Ça, c'est très bon. C'est un artiste qui fait le tour du monde et qui va photographier les architectures modernes, en fait. Donc, souvent, ce sont des architectures, qu'on soit à Tokyo, à Paris, en Inde, mais souvent des architectures qui se ressemblent toutes, qui sont très peu liées à la culture locale, quoi. À la fois, effectivement, c'est coupé, je dirais, de l'entité, l'identité des lieux, des cultures, mais pas tout à fait non plus. J'étais l'autre jour à la Grande Motte. C'est vrai que cette architecture incroyable est très intellectualisée et ça demande un effort pour comprendre. Et si tu ne fais pas l'effort,
tu passes à côté ou tu as un rejet total. Ouais, c'est... Ouais. Peut-être vous voulez voir un bout du portrait de Mao, parce qu'il est tellement Ah énorme. ouais. Que là, je vous montre que le haut, donc Ouais. vous allez être obligé de revenir une autre fois pour voir le bas. Ah bah, avec grand plaisir. C'est Et j'ai pas des- pu parce que voilà. mes enfants sont à l'étranger, mais je voudrais venir avec eux parce que je me sers de l'art pour parler avec eux. J'essaye de leur expliquer mon isolement quand je rentre des Tours du Monde. Et c'est une vraie expression entre nous. Là, c'est Peter Saul. Attention, c'est un homme qui va être exécuté Ah ouais. chaise électrique, vous voyez. Ouais. Avec les tatouages, tatouer la justice, l'homme qui a déjà souffert. Ça fait un peu penser aussi à l'univers de Armen Eloya, notre tueur. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est quasiment bande dessinée, là. On est déjà... ouais. En tous les cas, il y a une... ouais, Puis tout à fait. l'homme dans son univers social et politique. Mais j'avoue que je suis sensible à ça, quoi. Le contexte social et politique et que ça soit effectivement sociétal. Ouais. Quasiment, j'en ai besoin. Peter Fischer et David Weiss, c'est deux artistes suisses et ils ont fait Lauf der Dinge, c'est-à-dire le cours des choses, donc il y a un ensemble de photographies et une vidéo. Et en fait, on voit, c'est comme des expériences C'est un mouvement, quoi. physiques et chimiques, c'est un mouvement permanent, voilà. C'est des objets qui se bousculent les uns les autres. Est-ce que c'est reproductible ou est-ce que... Mais c'est ça, comment que ça peut être dans une œuvre? Ouais, non, c'est unique. C'est une œuvre, ça. C'est la vidéo. C'est Voilà. une vidéo. Ouais, c'est ça. Après, c'est chimique, là. Oh là là. Non, mais il y a tout, là. Enfin, pour moi, c'est très... Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est... Il y a aussi celle qu'on n'a pas trop regardée. C'est lui qui a fait, vous savez, le mur peint dans le haut d'entrée. Ah, Thomas Hubert. Moi, ça, pour le coup, quand je les ai montrées à mes enfants, c'est celle qui nous a fait le plus réagir. Ah ouais. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Hein. J'avoue que là, c'est vraiment dans un imaginaire et dans un... C'est plus géométrique. Ça, c'est très proche de mon univers au quotidien, quasiment. Ça, c'est sûr. Il y a moins de dimension politique dans cette œuvre-là et beaucoup plus une dimension personnelle dans la création de ce que moi j'ai quand je traduis un bateau ou quand je traduis ce que je fais. Là, il y a une dimension sociétale et politique qui m'inspire, enfin, qui est vraiment forte. Dans une œuvre d'art, quand effectivement on dénonce une peine de mort, il y a cette notion effectivement qui m'émeut, qui me touche et qui fait bouger les lignes. Puis la vidéo, c'était dans l'idée d'attirer un jeune public et je pense que c'est important. En fait, ce qui m'émeut là, dans cette œuvre-là, c'est quasiment l'explication du chemin. Voilà. De l'évolution, quand un objet bouge, les autres bougent, et ça va avoir une incidence sur le reste. Et moi, ma vie, c'est ça. Et je vis ma vie comme un rêve où si moi je bouge, les autres bougent, mais quand les autres bougent, je bouge. Et j'ai maintenant conscience de l'analyse systémique du monde qui bouge autour de moi et qui fait que je fais bouger le monde quand je bouge moi. Et ça, c'est dans l'art, ça me paraît complètement fondamental. Finalement, ce langage de l'art que vous proposez là au FRAC va jusqu'à une éducation que les gens peuvent avoir après sur une action politique ou sur tout le reste. C'est finalement un mécanisme mental qui après se reproduit sur tellement d'autres choses. Et ça, c'est un entraînement. Il y a une notion d'universalisme dans l'art qui me touche beaucoup et qui va toucher chacun d'entre nous ce qu'on cherche à exprimer de notre singularité. Alors, il y a ce terrain fantastique qui est là, qui est quasiment d'ailleurs un outil le plus facile à exprimer
pour représenter sa singularité dans toutes les formes, hein, musicales ou pas. Et puis il y a quelquefois l'athlète, il le fait avec son corps. C'est ce que je... Mais on cherche tous à exprimer notre singularité. Le fait qu'on soit unique et qu'on s'expose aux autres. Ce que je ressens, c'est pas forcément ce que l'artiste a voulu au départ complètement dire. Et je le respecte et pour autant, il doit respecter le fait que j'ai pas forcément vu ce que lui avait dans sa tête aussi. Et cette notion-là m'émeut beaucoup à chaque fois dans toutes les œuvres d'art. Donc en fait, si je comprends bien, finalement, vous allez choisir 3 œuvres, parce qu'à un moment donné, ça fait écho, ça vous fait écho. Mais ça fait écho, en plus, à un moment, à un truc particulier et tout, mais c'est vrai que là, en plus, on a de la chance, on est dans un endroit, là, on a le Mao derrière nous. Forcément que les œuvres prennent une autre dimension dès qu'on a quelqu'un comme vous qui explique, quoi. C'est l'intérêt du FRAC, hein. C'est quasiment, le FRAC, c'est une conversation. Ah. C'est pas mal ça. On pourrait devenir un slogan. Le FRAC, c'est une conversation. C'est vraiment bien. Et une nécessité. Ouais, une nécessité, ça c'est clair. Mais c'est peut-être la nécessité d'une conversation, hein.